Merci beaucoup d'être de retour. Donc, comme vous le savez, on fait un petit peu le voyage de la startup, le cycle de vie. On a commencé, on a fait disruption, on a fait financement. Donc là, on attaque la partie croissance. Donc la partie croissance sera animée par Lara Rouir, à qui je laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, je m'organise. Je crois que tout le monde le sait, le numérique a un formidable relais pour la croissance. Je pense que c'est même on va dire ce qui anime France Digital et ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors pour parler levier pour la croissance et tout ce qui a à venir et tout ce qu'on peut organiser et toutes les propositions qu'on peut faire, j'accueille aujourd'hui tout d'abord Elisabeth Bargès, qui est directrice politique publique innovation chez Google France. Frédéric Duperron, qui est directeur du programme économie numérique au Commissariat général à l'investissement, et Marc Lefebvre, directeur relations émetteurs et développement commercial Europe chez Nizerenex. Et enfin, Grégoire Santil, président Next Stage et président du G20 des Young Entrepreneurs Summit. D'ailleurs, je crois que Grégoire, vous revenez de Moscou, alors je vous en prie, peut-être faites-nous un petit débrief, constat de ce qui s'est dit là-bas. Bonjour, d'abord merci aux organisateurs. On revient de Moscou, d'ailleurs il y a des entrepreneurs dans la salle qui étaient à Moscou avec moi, et d'autres aussi qui étaient au Mexique avec moi. Et donc juste en 15 secondes, l'histoire du G20 des entrepreneurs, c'est une histoire longue que je voudrais résumer de manière très courte. Ça a démarré en France en 2007. L'idée c'était simplement de se battre en architecture ouverte pour rendre populaire l'entrepreneur et trouver tous les moyens et mobiliser tous les moyens disponibles pour les faire grandir. 6 ans après, il y a 128 pays dans le monde, aussi bien aux États-Unis, qui célèbrent l'entrepreneur la 3e semaine de novembre, un peu comme la fête de la musique, c'est parti de France. Et dans ce cadre-là, en 2010, on a cofondé ce qui s'appelle le G20 des entrepreneurs, qui est, avec le G20 et le B20, l'un des 3 grands événements qui a lieu à l'occasion de chacun des G20. Donc effectivement, cette année, ça a lieu en Russie, à Moscou, et Laurent Saufroy, de Tempting Place, était avec nous dans la délégation des 32 entrepreneurs qui nous accompagnaient. Au passage, 2 remarques. La délégation française était la plus importante, et c'est en France qu'il se passe que le bouillonnement entrepreneurial est le plus important dans ce qu'on observe, dans ce qui se passe dans le monde. Donc, contrairement à ce que vous ne voyez pas dans les médias, contrairement à ce que vous disent les politiques, le bouillonnement entrepreneurial, en France, il est extraordinairement fort, extraordinairement vivant. Et ça, c'est le premier message que je voudrais vous faire passer. Le deuxième message que je voudrais vous faire passer, c'est qu'à l'occasion du G20 des entrepreneurs, on a rendu public deux études, 2 rapports très importants qu'on a fait, un avec Accenture et un avec Ernst & Young. Et celui avec Accenture mettait l'accent sur 2 choses, puisqu'on parlait d'entrepreneurs numériques et de croissance. C'était tout simplement le concept du digital entrepreneur et de faire apparaître l'idée que, aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'entrepreneurs qui ne soient pas digitaux. Et tout simplement, pourquoi ? Parce que quand on se lance, c'est essentiel et c'est simple comme bonjour que de pouvoir avoir accès à la toile, à tous les outils numériques pour pouvoir se développer. Deuxième chiffre, deuxième information à partager avec vous, c'est que le taux de croissance moyen des entrepreneurs digitaux, et donc le concept de digital entrepreneur, c'est un concept qu'il faut qu'on martèle très fort. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle France Digital ici. Donc voilà, le concept des entrepreneurs, tous les entrepreneurs du XXIe siècle sont des entrepreneurs digitaux. Deuxième point, c'est que le taux de croissance moyen des entrepreneurs digitaux, c'est 8%. Et que ce soit au Brésil, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit en France, etc. Donc, si tous les entrepreneurs étaient digitaux, peut-être que notre beau et vieux pays, notre belle et vieille planète, irait un peu mieux. Troisième point, c'est que contrairement à ce que nous pensons parfois en France, à tort, à mon sens, toute l'économie digitale fait baisser les barrières à l'entrée et permet à tous les entrepreneurs des pays émergents de rattraper leur retard beaucoup plus rapidement que nous le faisons. Parce qu'il y a plus de viscosité dans nos pays qu'il n'y en a dans les leurs. Et donc, on est en train d'assister à un fantastique rattrapage de la part des entrepreneurs des pays émergents, de l'ensemble des entrepreneurs des pays développés. Alors, si je devais
partager avec vous 3 ou 4 autres réflexions dans le prolongement des échanges que j'ai pu avoir avec Lara. C'est quoi les messages subliminaux que je voudrais vous faire passer? Un, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de bombe à retardement qui est allumée dans l'ensemble des pays émergents comme dans les pays développés. Et on le voit au Brésil, on le voit en Turquie, on le voit en Égypte, on le voit en Suède. C'est tout simplement la question du chômage, la question du chômage des jeunes en particulier. Parce que quand on est dans des pays dans lesquels il y a 25, 30, 40, en France c'est 25, en Grèce c'est 60, dans les pays du monde arabe c'est parfois beaucoup plus. Et donc cette bombe à retardement, elle est en train d'exploser comme une bulle, mais dans un certain nombre de pays de manière totalement transversale. Et il y a 2 messages qui sont adressés par les jeunes à cet égard, qui sont un, s'il n'y a pas de place pour nous dans la société, il n'y a pas de raison qu'on se laisse faire, et donc on bouge. Et deuxième point, c'est qu'on est dans une configuration dans laquelle finalement, nous on ne demande qu'à une chose, c'est de contribuer pour pouvoir s'insérer, pour pouvoir innover, et que de plus en plus, on est dans une configuration où les jobs à créer pour les jeunes sont créés par les entrepreneurs, et de moins en moins, les jobs à créer ne peuvent l'être ni par les grandes entreprises, ni par l'État. Et je voudrais partager une autre série de chiffres avec vous. Si vous prenez la France, sur les 20 dernières années, 88% des emplois créés en France l'ont été par les entrepreneurs, et 57% d'entre eux l'ont été par les 7% d'entrepreneurs qui grandissaient le plus vite. Donc l'enjeu, c'est aussi d'avoir des entrepreneurs d'ensemble qui se lancent, mais qui grandissent. Et d'ailleurs en France, on a résolu, pour être provocateur, l'équation des entrepreneurs qui se lancent, mais on n'a pas résolu l'équation de comment faire grandir les entrepreneurs. Ça fait partie des sujets sur lesquels on échange souvent avec Marc Lefebvre et avec les équipes du CGI. Et à cet égard, et peut-être pour terminer, je ne veux pas monopoliser la parole, ce que je voudrais souligner, c'est qu'en France, on a la créativité, l'innovation, le bouillonnement entrepreneurial, la capacité intégrée, qui est un vrai savoir-faire français, y compris chez Google. On va souvent chercher des talents chez nos meilleurs chercheurs et ingénieurs. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, très bien, c'est on a des plafonds de verre que j'appelle réglementaires qui créent de l'opacité et de la viscosité pour grandir. Et puis on a une absurdité française. Je disais tout à l'heure qu'on échangeait beaucoup avec nos amis de chez Euronext à ce sujet-là. C'est que la France est le 4e pays au monde en termes d'épargne. C'est 16 à 17% du revenu épargné. Il n'y a que les Chinois, les Japonais, les Allemands qui soient devant nous. Et pour autant, la France investit extraordinairement peu dans le financement de la croissance de ces start-up et de ces PME et de ces ETI. Résultat, les États-Unis, depuis 1975, ont remplacé 30% de leurs grandes entreprises par des Microsoft, des Apple, des Google et des Facebook. Et en France, on n'en a remplacé qu'1%. Et donc forcément, quand vous avez Péchinet qui disparaît ou quand vous avez PSA qui va moins bien, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour les remplacer et pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de Criteo, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de... Et donc l'enjeu de l'investissement vers le financement de la croissance, c'est paradoxalement un truc et pour les PME non cotées et pour les PME cotées, et pourtant il y a plein d'efforts qui sont en train d'être faits par Euronext à ce sujet-là, que pour l'instant on n'a pas réglé de manière satisfaisante. Et je terminerai en conclusion. Ce week-end, il y a eu l'annonce par Adobe du rachat de Neolan. C'est formidable pour les entrepreneurs, etc. Mais c'est dommage parce que peut-être que cette entreprise aurait pu devenir un champion mondial de son secteur. Aujourd'hui, il y a des vrais problèmes si on veut mettre 20 millions, si on veut lever 20 millions, 50 millions, 100 millions d'euros pour arriver à construire des géants mondiaux. Et peut-être pour ouvrir la perspective, la différence qu'on n'a pas assez mesurée et saisie en France, c'est que la différence entre aujourd'hui et il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, avec 200 personnes, on peut être une entreprise mondiale. C'est ce que nos amis allemands ont très bien compris, et c'est ce qu'en France, on ne cultive pas suffisamment. Or, pourtant, quand on est fort sur son propre territoire, la clé, c'est d'être capable de dupliquer ça sur tous les marchés à forte croissance. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci.
Donc en effet, l'entrepreneur est nécessaire, on l'a vu, c'est un vrai levier pour la croissance. Je crois que chez Google, des économistes se sont également penchés sur différentes propositions qui pourraient accélérer et booster la croissance. Peut-être vous pouvez nous en faire part de quelques-unes. Oui, tout à fait. Effectivement, chez Google, on a quelques économistes, dont le plus connu est Hal Varian, pour ceux qui connaissent. Donc des idées qui mettent le numérique au service de l'innovation et de la croissance. Alors, ce ne sont pas des idées révolutionnaires en tant que telles, mais on pense vraiment que la mise en œuvre simultanée d'un certain nombre de ces idées permettrait de créer un environnement plus favorable à la croissance. La première chose, c'est évidemment encourager la numérisation des entreprises. Et je ne pense pas simplement, on est ici entre gens du numérique, mais en fait, il faut que le numérique pénètre toute l'économie. J'ai envie de vous citer quelques chiffres parce que je suis économiste et j'aime bien les chiffres. Il y a une étude de Capgemini qui concerne les entreprises traditionnelles et qui montre que une entreprise qui n'est pas du tout tournée vers le numérique au départ, mais qui utilise les technologies web en interne dans son processus d'organisation, dans sa stratégie, va surperformer les autres entreprises du même secteur de 26%. Et elle va générer plus 9% de revenus par salarié. Donc on voit qu'il y a une croissance en termes de revenus et un gain en termes de profitabilité, donc des gains de productivité entre les deux. Donc ça, c'est concernant les grandes entreprises. Je rejoins complètement ce que vous dites concernant les PME. D'abord, ce sont effectivement elles qui créent de l'emploi. Les PME françaises sont en retard en termes de numérisation. Elles sont un tiers à peu près à avoir une présence web active. Et si elles l'étaient davantage, elles pourraient doubler leur chiffre d'affaires, doubler leurs exportations. Là aussi, ce sont des études qui le montrent. La seconde idée que je voudrais développer, c'est le numérique au service de l'administration et du gouvernement et de la gestion publique, en fait. Donc aujourd'hui, on est tous d'accord, il y a des difficultés économiques qui font qu'il faut travailler, il faut que l'État travaille à budget constant. Donc il faut essayer de rendre un service public performant et d'optimiser par conséquent les coûts. Donc, deux exemples par rapport à ça. Le premier exemple, c'est la numérisation des procédures de marché public. Il y a la Deutsche Bank qui a calculé que numériser au niveau de l'Europe les procédures de marché public, donc les documents et les procédures, permettrait d'économiser 15 milliards d'euros par an. Si en plus on met des systèmes d'enchères online, donc pour que les entreprises candidatent et qu'il y ait un système de meilleurs offrants, etc., on pourrait augmenter ce chiffre, les économies pourraient être de l'ordre de 40 à 60 milliards d'euros. Donc des chiffres importants. Si je prends la France et un autre type de document qui sont les bulletins de salaire. Si on prend, il y a une entreprise française qui s'appelle Novapost, qui fait de la numérisation de documents, et ils ont calculé que numériser tous les bulletins de salaire des fonctionnaires, donc à peu près 5 millions de bulletins de salaire, ça représenterait 70 millions d'euros d'économies par an pour l'État français. Pour info, et je ne sais pas s'il y a Marie et Claude dans la salle, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça représente à peu près 70% du coût que représentent les JEI pour l'État français. Donc en gros, des économies qui permettraient de faire plus de JEI, pardon, je parle aussi sous votre contrôle parce que c'est pas forcément les chiffres que je maîtrise le plus. Donc voilà quelques exemples. Qu'est-ce que peut faire d'autre une administration? Bien sûr, ouvrir les données publiques et les laisser accessibles pour que d'autres personnes les réutilisent. Je pense qu'on a oublié que les données GPS qui ont été ouvertes à la fin des années 80, concrètement, elles ont généré à peu près 68 milliards de dollars de valeur économique. Donc c'est un énorme exemple pour montrer que, évidemment, l'ouverture des données se traduit par une valeur économique plus importante créée. Concrètement, je voulais aussi, parce qu'on a parlé de l'emploi, sur cette problématique de l'ouverture des données. Je ne sais pas si, on ne sait pas tous forcément qu'aujourd'hui vous avez entre 300 et 500 000 emplois qui ne trouvent pas, offres d'emploi qui ne trouvent pas de candidats. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent cela, mais peut-être qu'en ouvrant les données des offres d'emploi, on permettrait à des startups de se créer pour répondre à ce problème, c'est-à-dire essayer d'améliorer le matching entre les offreurs et les demandeurs. Par exemple, en sachant quelles sont les offres d'emploi disponibles juste à côté de chez soi. Concrètement, ça c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Je vais vite. La troisième idée,
avant la dernière, c'est le numérique au service de la recherche. Et là, je pense à tout ce qui est crowdsourcing. C'est comme le crowdfunding, sauf qu'on externalise sa recherche pour que ce soit la communauté qui trouve des solutions. C'est exactement ce que fait la plateforme Innocentive aux États-Unis. Il y a 250 000 solvers, donc personnes qui aident à solutionner les problèmes dans le monde entier, donc issus de 200 pays. Et concrètement, bon, il y a des solutions aussi en France, mais voilà, il faudrait que le mouvement prenne plus d'ampleur, parce que typiquement, ça permet aussi à une PME qui n'a pas les moyens d'avoir son propre service de recherche ou d'innovation, de mettre à contribution la communauté. L'État pourrait évidemment montrer l'exemple en externalisant, en crowdsourçant lui-même des problématiques qu'il rencontre. L'État américain l'avait fait pour un projet de véhicules automatiques sans conducteur. La recherche, c'est aussi les articles scientifiques produits par les universités françaises. Ces articles financés par les fonds publics, il nous semble que l'État devrait faire attention à ce que ces articles soient accessibles librement et réutilisables, sous réserve de citer l'auteur, etc. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez le CNRS qui a commencé à faire une plateforme pour mettre à disposition les articles scientifiques, mais il y a encore plein d'articles qui sont publiés dans les journaux, et des journaux qui coûtent extrêmement cher aux universités françaises. Et puis je terminerai sur le service au numérique, le numérique au service des infrastructures. Quand je pense infrastructure, je pense par exemple à la distribution d'électricité. La mise en place de compteurs d'électricité intelligents, c'est quasiment automatiquement une réduction de 15% sur la facture des consommateurs, parce que vous avez les consommations en temps réel et que vous faites plus attention. Et puis, je voudrais terminer sur un autre exemple, un dernier exemple que je trouve intéressant, qui concerne plutôt l'entretien de la voirie. Là, j'ai pas de chiffres, mais il y a une application aux États-Unis qui s'appelle SeeClickFix, qui permet aux citoyens d'indiquer à la municipalité ce qu'ils observent dans leur quartier. Donc, par exemple, la détérioration de la voie publique. Et donc, du coup, les services de voirie interviennent plus rapidement, ce qui permet de ne pas attendre que le problème soit plus important. Là aussi, on voit que c'est la mise à contribution de la communauté. Voilà les quelques idées que je voulais partager. Merci, Elisabeth. Alors, plein de brillantes idées. J'imagine que les pouvoirs publics ont déjà commencé à mettre des choses en place. Peut-être, Frédéric Duperron, pouvez-vous nous faire un bilan des investissements d'avenir en matière du numérique dans un premier temps ? D'accord, bonjour à tous. Merci Elisabeth d'avoir mis l'accent effectivement sur tout ce que peut impulser l'État dans différents domaines. L'État n'est pas inactif. Je laisserai la ministre Fleur Pellerin tout à l'heure développer ce qui se passe en ce moment. Moi, je voudrais mettre l'accent sur ce que nous faisons au programme des investissements d'avenir. Le programme des investissements d'avenir, vous vous en souvenez, c'était l'initiative présidentielle lancée en 2010 autour de l'idée d'un grand emprunt. Un grand emprunt destiné à obtenir des ressources importantes pour favoriser l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans notre pays. Le grand emprunt donc, a donné le programme des investissements d'avenir dont je m'occupe s'agissant du volet numérique, et au total une ressource de 35 milliards d'euros, donc une ressource très importante, à destination notamment de l'université, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour plus de la moitié de ces 35 milliards. Et s'agissant du numérique, 3,5 milliards d'aides au secteur du numérique, dont j'ai la responsabilité au sein du commissariat général à l'investissement. Sur ces 3,5 milliards d'euros, en gros, deux grandes actions. 50% déployer des infrastructures à très haut débit dans notre pays, et 50% favoriser les usages du numérique dans l'économie au sens large. Sur le plan France très haut débit, donc c'est un plan de 20 milliards d'euros à terme qui vise à doter le pays du très haut débit pour tous, avec la fibre jusqu'à l'abonné, donc Fiber to the Home, à l'horizon 2022. Et s'agissant des aides qui sont distribuées donc, par le
le programme des investissements d'avenir, aider au déploiement des réseaux très haut débit là où les opérateurs privés n'iront pas spontanément, donc typiquement dans les zones rurales qui rassemblent au total 43% de la population française. Voilà, donc la moitié du programme sur les infrastructures du très haut débit. Je vais passer un petit peu plus de temps sur les 50 autres pourcents, donc qui sont les soutiens aux usages du numérique. Donc au total, à peu près 1,7 milliard d'euros de subventions et d'investissements en fonds propres dans les entreprises du numérique. Donc 2 volets sur cet aspect usage. Premièrement, des aides à l'innovation. Donc ces aides à l'innovation qui passent à travers ce qu'on appelle des appels à projets. Appels à projets qui sont lancés par le Fonds pour la Société du Numérique, géré pour le compte de l'État par la Caisse des dépôts et consignations. Et donc des appels à projets qui visent à subventionner donc des projets collaboratifs de R&D, et notamment des projets collaboratifs de R&D entrepris par des PME, comme vous êtes de nombreux représentants ici aujourd'hui. Donc sachez qu'à travers ces appels à projets, vous pouvez bénéficier d'aides à la R&D à hauteur de 45% de vos dépenses de R&D sur des projets identifiés, et donc sur des thèmes qui sont à la fois des thèmes technologiques et des thèmes autour des services et contenus innovants. Donc quelques-uns des thèmes que nous avons traités dans le passé: le logiciel embarqué, la nanoélectronique, le cloud computing, le big data, la sécurité des réseaux, les smart grids, les contenus numériques, l'e-santé, l'e-éducation, la ville numérique, les services sans contact. L'actualité, aujourd'hui, il y a 2 appels à projets en cours. Je vous invite à les regarder. Ces 2 appels à projets seront clôturés fin novembre 2013 et concernent pour le premier le logiciel embarqué et les objets connectés, et pour le deuxième la sécurité numérique. Donc ce sont des appels à projets qui viennent d'être lancés, et donc je vous invite très fortement à regarder très vite si certains de vos projets de R&D pourraient s'inscrire dans ces 2 thématiques. Il y aura 2 autres appels à projets d'ici la fin de l'année, le premier sur la simulation numérique et le second sur le big data. Je vous interromps parce qu'on est un tout petit peu pris par le temps. Juste, est-ce que vous pouvez nous dire en 1 minute un petit peu ce que c'est que le nouveau fonds? Il n'est pas nouveau, vous m'avez dit, il existe, mais il est peut-être peu connu par les startups, le fonds numérique, et en quelques mots. Absolument. Donc le deuxième volet sur les usages, c'est les prises de participation en fonds propres, donc dans les startups du numérique. Un fonds a été créé en 2011, fin 2011, qui s'appelle le FSN PME, qui investit donc entre 1 million et 10 millions d'euros dans des startups du numérique, en co-investissement, donc évidemment avec des fonds de capital investissement privés. Ce fonds, donc, qui est géré par la BPI France et les équipes de Véronique Jacques, a d'ores et déjà pris 15 participations, donc dans 15 sociétés, dans des domaines comme les composants et systèmes, les logiciels, le cloud computing, la cybersécurité, l'e-santé, la distribution de contenu, la robotique et les objets connectés. Donc vous voyez un scope assez large d'investissement qui couvre, je pense, largement ce que vous faites tous ici. Voilà, donc nous cherchons à positionner ce fonds qui est aujourd'hui essentiellement positionné en capital risque. Nous cherchons aussi à le faire monter sur des problématiques de capital développement, justement pour répondre pour partie à la croissance des entreprises et accompagner les entreprises qui sortent du stade start-up pour devenir des entreprises effectivement significatives, y compris à l'échelle mondiale. Pas forcément uniquement pour un développement à l'international, ça peut être plus restreint que ça, c'est accompagner la croissance au sens large. Vous n'avez pas de... Accompagner la croissance, aujourd'hui, comme l'a très bien dit le précédent intervenant, quand vous êtes une entreprise du numérique en croissance, votre marché est mondial. Et donc une problématique, c'est effectivement d'aller dupliquer ce que vous faites spontanément en France dans un premier temps, sur les marchés européens et sur le marché nord-américain, qui est évidemment un marché essentiel. Okay. Alors si je comprends bien, à chaque fois qu'on parle de levier pour la croissance, il y a un point qui revient, qui est un point qui se recoupe, c'est l'accès au financement et le financement des startups. Dans le monde du numérique, il y a un accès au financement dont on parle peu, c'est la bourse. Et là-dessus, j'aurais voulu entendre Marc Lefebvre. Et est-ce que vous pensez que la bourse peut être un accélérateur de croissance pour les jeunes pousses ou moins jeunes pousses? Alors, merci Lara. Avant de répondre à cette question effectivement essentielle, on voulait vous dire notre joie d'être parmi vous aujourd'hui avec effectivement tout ce
positivisme et cet esprit entrepreneurial pour justement démythifier un certain nombre de choses. La bourse aujourd'hui, ce n'est plus la bourse du 19e siècle, si bien dépeinte par Degas dans ses tableaux, avec les chapeaux haute forme. Ce n'est pas non plus un énorme casino. La bourse aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une formidable boîte à outils du financement. Alors, il est important de revenir effectivement sur les avantages de la bourse, mais également démythifier un certain nombre de points et voir comment la bourse aujourd'hui est au service de l'innovation des PME et des ETI. Alors, les sociétés qui rentrent en bourse, il y a un premier point qui est essentiel, c'est qu'elles viennent en bourse pour lever des fonds. Pourquoi lever des fonds? C'est justement pour financer leur croissance, que ce soit à l'introduction, pardon, je crois que vous êtes sur le... Voilà. À la fois à l'introduction, mais également tout au long du parcours boursier. Une fois qu'on est en bourse, on a accès à un pool de liquidités unique, puisque vous avez accès à des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers ou des millions, d'investisseurs particuliers et institutionnels. Donc ça, c'est un premier point très important. Le deuxième, c'est que les sociétés cotées ont les moyens d'envisager une croissance externe. Une croissance externe d'autant plus facilement grâce à la possibilité, effectivement, de paiement partiel ou total en titres. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est non négligeable. Le troisième, c'est qu'on voit que les sociétés qui sont cotées, la Banque de France a fait une étude très complète récemment, les sociétés cotées se développent beaucoup plus à l'international que les sociétés non cotées. Se développent donc par croissance externe, à la fois sur le territoire, mais également à l'international. Elles permettent également de créer des emplois et d'attirer des talents. Je crois que c'est Georges Karam de Sequoia ce matin qui disait, qui est coté sur le NYSE, qui disait qu'effectivement, grâce à ça, il avait réussi à attirer des talents. Mais c'est quelque chose qu'on entend de la plupart de nos sociétés cotées. C'est également faire participer les salariés aux fruits de la croissance et au succès de l'entreprise. Alors, l'outil boursier que nous sommes contribue au financement de l'économie réelle. Vous savez qu'on est, en tant qu'opérateur boursier, au cœur de cet écosystème financier. Et on est effectivement tout à fait convaincu que vous, PME, vous êtes l'innovation, la croissance et l'emploi, puisque 80% des emplois créés au cours des 10 dernières années l'ont été par vous, les PME et les ETI. Et donc, on a toujours eu dans notre ADN cette volonté de financer l'économie réelle, qu'on développe davantage, vous le verrez tout à l'heure, avec de nouvelles offres telles que Enternext. Donc, si on revient sur les avantages, il faut comprendre que l'introduction en bourse, c'est également un formidable outil de développement commercial. En termes de visibilité, combien de PME cotées nous disent « Depuis que je suis coté, je suis dans les appels d'offres internationaux ». Et ça, c'est un argument qui est très important. C'est également la réputation, la notoriété et la crédibilité. Mais aussi, dans le secteur digital qui nous occupe aujourd'hui, orienté vers les consommateurs, que ce soit B2C ou B2B, un formidable levier de visibilité. Donc ça, je dirais que ce sont les avantages, il y en a beaucoup d'autres, mais sur lesquels on voulait zoomer. Alors maintenant, il est important de démythifier. Qu'est-ce que c'est que la venue en bourse? Alors on entend, la venue en bourse peut être perçue comme un processus compliqué. Travaux préparatoires jugés complexes, plusieurs parties prenantes. Effectivement, quand on vient en bourse, on côtoie tout un écosystème qui est un peu nouveau, le régulateur, des brokers, etc., etc. C'est un processus qui accapare le management, ça dure un certain temps. Longueur de la procédure, plusieurs mois. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Une introduction en bourse, c'est un véritable changement structurel pour positionner la société vers la croissance et vers sa phase future, sa phase de développement. La cotation en bourse, ce n'est pas réservé aux grandes sociétés uniquement. Combien de sociétés viennent en bourse en levant 2,5 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions. Les sociétés qui viennent en bourse ne sont pas des sociétés qui ont des chiffres d'affaires proches du milliard. Les sociétés qui viennent en bourse ont des CA à partir de 5 millions d'euros. Certaines également sans aucun CA. Je parle des biotechnologies. L'introduction en bourse est une étape nécessaire dans le développement de la société, que ce soit pour une IPO ou dans le cadre d'une acquisition. En fait, vous le comprenez, c'est un formidable outil de transformation et de valorisation de la société. Cela permet également l'indépendance de la société sans perte de contrôle. Mais aussi, et permettez-moi peut-être cet élan patriotique, de développer, pour reprendre ce que disait Grégoire, de développer des champions français et de faire en sorte que ces champions restent dans notre beau pays. Enfin, et ça je me permets cette petite phrase pour réflexion, l'IPO et les actions liées effectivement à une introduction en bourse sont le seul mode de financement que vous n'avez pas à rembourser. C'est intéressant à méditer, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant par nos sociétés cotées. Alors en termes d'innovation, comment NYSE Euronext, en tant qu'opérateur boursier, sert effectivement l'innovation et les PME ETI? Alors nous développons des produits
Un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, l'ont fait. L'IBO, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de l'obligataire. Car la bourse, ce n'est pas que les actions, l'equity, c'est également l'obligataire. Donc on peut venir en bourse, qu'on soit coté ou non coté, en levant des programmes obligataires à destination du public privé ou des institutionnels. On a déjà 4 PME au cours des derniers mois qui ont fait ça, qui ont levé 10, 15 millions, très facilement, sans covenant, dans un processus qui est beaucoup plus simplifié qu'une introduction en bourse. C'est également le lancement d'Enternext, une véritable place de marché pan-européenne dédiée aux PME-TI qui ont une market cap donc inférieure au milliard d'euros, donc commençant avec des valorisations de quelques millions jusqu'au milliard, qui permet effectivement de concentrer tous nos efforts et surtout de les démultiplier à la fois sur le territoire, mais précisément et encore plus particulièrement dans les régions. Vous savez peut-être que 40% des sociétés cotées, d'ailleurs les sociétés cotées, 80% de nos sociétés cotées sont des PME-TI, 40% de celles-ci sont dans les territoires, donc on est en train de redévelopper un maillage extrêmement fin dans les régions pour permettre d'être au plus près des entrepreneurs. Merci. Il y a plusieurs questions dans l'Assemblée à ce sujet-là. Je en pose juste une, si vous pouvez y répondre en 30 secondes, c'est super. Est-ce que concrètement, la bourse peut concerner une start-up au sens où on l'entend, c'est-à-dire société non rentable, qui réinvestit tout, en forte croissance, dans des secteurs potentiellement à risque? Alors, il y a de très bons exemples. Je crois que ce qu'on a réalisé dans le domaine des biotechnologies, on est en fait la première venue, c'est-à-dire la première place de cotation dans le domaine des biotechnologies en Europe. On a, au cours des dernières années, eu 22 IPO depuis 2009, c'est pas négligeable, 22 IPO et placements privés, pour des levées de 450 millions, c'est-à-dire 70% des levées en Europe. Donc, on voit au travers de ces exemples, ou encore sur les 12 derniers mois, ces 13 sociétés qui se sont introduites, levant, là aussi, des montants entre 2,5 millions et 40 millions. Donc vous voyez que ce n'est pas des centaines de millions. On parle d'Erytech, Spinegard, Spineway, Imagis, Stantis, Carmat et autres, sachant que la plupart de ces sociétés, et Grégoire peut en témoigner, la plupart des sociétés sont déjà entre les mains de private equity, de fonds. 3/4 aujourd'hui de ces sociétés proviennent effectivement du monde du private equity et il y a un véritable continuum, sans faire de scientisation de la chose, mais un vrai continuum de la chaîne de financement. Le private equity et le public equity travaillent main dans la main depuis 3 ans et on veut intensifier ça au sein d'Enternext par exemple, puisqu'on a Louis Gaudron, le président de la FIC, qui est board member. L'indice également Next Biotech, qu'on a créé il y a quelques années, surperforme tous nos indices. Donc on voit justement ces jeunes pousses surperforment les indices nationaux. Et ça, je crois que c'est un très bon exemple de la façon dont on peut avoir un parcours boursier extrêmement épanouissant. Alors, pour arriver à ça, il nous faut développer un écosystème favorable pour le retour en bourse, effectivement, des startups du numérique. Et ça, c'est bien un travail à plusieurs. Donc, on fait appel à vous, entrepreneurs, vous, investisseurs qui êtes dans la salle, et vous, France Digital, qui nous faites l'amitié de nous inviter aujourd'hui, pour faire en sorte qu'effectivement, on puisse tracer le chemin de demain et faire en sorte que, tout comme on a pu le faire avec France Biotech, qu'on puisse effectivement vous donner accès au marché boursier qui est accessible à tous et non pas uniquement aux plus grands. Alors un dernier petit mot juste pour conclure, est-ce que vous avez, l'un d'entre vous a un petit mot à faire passer à l'ensemble de ces startups et un petit message pour générer de la croissance? En 1 minute, on a 3 minutes, je vous le dis. Je peux commencer alors? Allez. Mais oui, moi, j'aurais effectivement un message à faire passer et je pense que ça va dans notre intérêt à tous, entreprises du numérique. Il faut que le marché français grossisse, il faut que la France soit plus numérique. Donc il faut que vous aussi, start-up, vous aidiez ces grandes entreprises, vous aidiez les administrations et l'État français à faire leur transformation numérique. Donc voilà mon appel à moi. Grégoire? Moi, je dirais, pensez global le plus tôt possible, sous réserve évidemment d'être suffisamment fort sur votre marché, mais on voit bien, la croissance n'a rien à voir dans nos entreprises. Nous, chez Nextech, on a 55 entreprises dans notre portefeuille, et on met des tickets entre 5 et 15 millions d'euros dans des PME qui font entre 10 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On en a 28 qui sont cotés sur les 55 chez qui on est investisseur. Donc celles qui pensent global, elles vont mieux. Deuxième point, il y a une chose qui est en train d'émerger comme concept, c'est l'économie de l'expérience. Il n'y a pas d'acteurs dans le domaine de l'économie numérique qui soient mieux placés pour capitaliser, et même chez Google on connaît ça assez bien, sur la valeur de l'économie de l'expérience.
Et je pense qu'il y a des choses extraordinaires à faire là-dessus. Et puis, troisième chose, parce que c'est là où on est trop faible, dotez-vous de fonds propres avec des investisseurs, allez en bourse, mais ensuite allez jusqu'au bout de l'aventure, parce qu'on est dans une configuration où aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas y avoir de grands champions qui émergent à partir de la France dans le domaine du digital. Bon bah merci à tous, je crois qu'il faut que nous libérions la salle. Merci beaucoup.